Bonsoir, donc merci de venir à notre cycle Jeudi Science. Donc le principe, chaque premier jeudi du mois, la rencontre avec un auteur du groupe Humaine 6 sur un thème lié à la science ou à l'innovation, et puis la présence d'un libraire qui va vous permettre de vous faire dédicacer le livre de l'auteur, en l'occurrence Jean Audouze, astrophysicien, qui a écrit un Que sais-je, que je vous conseille, donc les 100 mots d'astronomie, et qui va nous emmener en voyage grâce à Antoine Boussin, qui va nous emmener en voyage dans les étoiles pour explorer l'invisible. Donc comme disait Antoine, si vous pouviez remplir, ça vous prendra 2 secondes, le petit bulletin qui est dans le booklet du programme du premier semestre 2020, ça nous permet effectivement de répondre mieux encore à vos attentes. Et je vais laisser la parole à Antoine Boussin. Merci. Et à Jean Audouze. Excellente soirée. Merci, Olivia. Voilà, ça c'est pour vous, Jean Audouze. Deux Que sais-je, l'univers et l'astrophysique nucléaire. Et là, un nouveau livre qui est un peu comme un Que sais-je, mais ce n'est pas un Que sais-je. Heureusement que l'éditeur est dans la salle, il pourrait penser que c'est une publicité sur un produit dévoyé. Les 100 mots de l'astronomie. Et je peux vous dire, alors que je commence à connaître un peu de choses, parce que quand on a interviewé Madame Combes sur le Big Bang il y a quelques mois, on est un peu moins bête quand même, et c'est un Que sais-je magnifique, mais je trouve que ce livre a une qualité formidable, c'est qu'il donne une idée de l'astronomie à travers les 100 entrées que vous avez choisies, avec un sens. Vous avez enseigné, Jean Audouze, vous avez fait beaucoup de choses, on va y venir, avec un sens de la pédagogie, de la clarté, on ne va pas dire le mot vulgarisation parce que je n'aime pas ce mot-là, mais c'est véritablement un ouvrage accessible. C'était votre désir? Oui, la réponse est oui. Bon. En fait, je l'ai conçu un peu comme... J'ai une théorie, à savoir que la science appartient à tout le monde. Et pour justement que tout le monde puisse en profiter, dans ma spécialité, j'ai fait un mot peut-être connoté, mais une sorte de petit catéchisme, c'est-à-dire ce que un honnête homme ou une honnête femme doit savoir simplement pour comprendre le ciel. Une tête bien formée. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, mon ambition, c'est justement de donner à... Vous voyez, c'est un petit format, on le met dans sa poche. Ouais. Et puis, si on se pose une petite question relative au ciel, on feuillette et puis éventuellement, on trouve la réponse. Alors, vous êtes astrophysicien français, vous êtes né à Cahors, dans le Lot, une ville chère à la famille Cruz. Vous avez été l'élève de Hubert Reeves. Oui. Vous avez dû avoir beaucoup de plaisir. Tout à fait. Comment ça s'est passé, l'enseignement avec Hubert Reeves? Hubert Reeves, il a l'immense qualité, c'est d'avoir une double culture. Il a été formé à la science à Cornell par un autre grand savant qui s'appelle Edwin Salpeter, dont je parle un petit peu, j'évoque un peu dans le livre. Et donc, j'ai eu la chance d'être plongé, d'être initié à la façon anglo-saxonne de faire de la recherche. La façon anglo-saxonne de faire de la recherche par rapport à la française est la suivante. En France, on considère qu'il faut s'adresser des questions difficiles, théoriques, compliquées. Et aux États-Unis, ce qu'on vous demande, c'est de résoudre des problèmes. Même s'ils sont simples, s'ils sont simples et qu'il n'y a pas encore que personne ne connaît la réponse, eh bien, vous la donnez et vous êtes considéré à ce moment-là comme un chercheur convenable. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, c'est beaucoup plus pratique. On est marqué en France par Auguste Comte, c'est-à-dire par la hiérarchie, par le fait que la théorie l'emporte sur la pratique, sur le fait qu'un philosophe, c'est mieux qu'un écrivain, ou bien qu'un mathématicien, c'est mieux qu'un physicien qu'un chimiste, etc. Et Hubert Reeves, dans mon esprit, il a cassé ça. C'est-à-dire que... Et dans son enseignement. Dans son enseignement, tout à fait. Et donc,
il m'a appris une chose, c'est que quelquefois les idées les plus simples sont quelquefois les plus fécondes. Et comment on devient chercheur émérite alors? Ah ben, émérite, ça veut dire que je suis une vieille chose. Ça vous arrive en quelle année? Ça m'est arrivé en 2007. Ah oui. Quand j'ai pris ma retraite, enfin j'ai été obligé, on m'a poussé dehors à 67 ans, donc voilà, vous pouvez faire le calcul. Et donc, depuis 67, je suis émérite, mais ça veut dire que je continue à m'amuser. Voilà, en particulier. Ah ben, quand on parcourt votre carrière, à mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort et il y a eu beaucoup de diversité. C'est assez Vous avez divers, écrit une vingtaine d'ouvrages, hein, publiés, Oui. publiés, pas écrits bien sûr, une vingtaine d'ouvrages, avec des gens très différents. Tout à fait. Il y a un ouvrage que vous citez dans votre bibliographie, alors vous êtes modeste, hein, vous citez 2 livres de Jean Audouze. Bah oui, parce que la place est réduite. Ah oui, d'accord. Vous citez Françoise Combe, justement. Oui, oui. Mais vous avez écrit un livre quand même. Alors racontez-moi comment et sur quel sujet. Avec Jean-Claude Carrière, qui est un homme Oui, qui, tout à fait. le Mahabharata, Oui, oui. sa passion pour l'espace, qui Tout à fait. est tombé un jour comme ça, enfin, Oui, tout à tout fait à fait, étonnant. oui. Et puis alors, autre personnage quand même éclectique, Éric Orsena. Oui, oui. Donc votre trio pour écrire Merveilleux Cosmos. Alors merveilleux, je n'ai pas compté le nombre de fois que vous citez le mot merveilleux dans ce livre, mais c'est très important. Ben oui, On parce sent que- que vous êtes un homme, Oui, je m'émerveille. vous aimez merveilleux. Ben oui. Racontez-moi Merveilleux Cosmos. Eh bien, Merveilleux Cosmos, de fait, c'est un livre, on a compilé une centaine de photographies, et puis on les commente. Voilà. Donc, évidemment, de galaxies, de planètes, d'objets divers, et c'est ça, Merveilleux Cosmos. Ça n'a pas d'autre ambition que de donner à s'émerveiller. Jean Audouze, comment ils sont arrivés avec vous? Comment vous avez rencontré Éric Orsena et Jean-Claude Carrière? Alors, en l'occurrence, sur ce livre, ils ont été mes petits collaborateurs. C'est-à-dire que je leur ai assigné à chacun une tâche bien précise. C'est-à-dire? Alors, pour Orsena, ça a été un commentaire, excusez-moi, et Jean-Claude Carrière a fait la préface. Ah oui, d'accord, donc c'est une collaboration modeste. Ben oui. Pour celui-là. Mais j'ai écrit 3 autres livres avec Jean-Claude Carrière. C'est un ami, Jean-Claude Carrière, alors? Oui, ben bien sûr. Et vous l'avez initié? Oui, nous l'avons initié à l'astronomie. Mais donc, ça se passait dans les fin des années 80, et on a publié Conversation sur l'invisible avec Michel Cassé. Ah oui, d'accord. Il y a eu un énorme succès, je crois. Dites-moi, Jean Audouze, votre émerveillement, il date de quand? Vous étiez petit enfant, vous étiez ado, vous étiez... Honnêtement, je suis une vocation tardive. Il est né lorsque j'avais 20 ans à peu près. Donc, Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Je ne savais pas. J'étais à l'école normale supérieure et j'étais l'élève à ce moment-là de Yves Rocard. Et donc, qui voulait m'intéresser à la sismographie. Puis, j'avais des doutes. Et puis, mon père était ami avec quelqu'un qui s'appelait Henri Volcringer, qui dirigeait les brevets du CNRS. Il y avait voilà. Et donc, ce monsieur m'a reçu. Et puis, en 10 minutes, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous aimez vous servir de vos 10 doigts? J'ai dit non. Alors, il m'a dit, pour vous, je ne vois qu'une solution, c'est que vous alliez voir le professeur Avery Schatzman à la Sorbonne à l'époque, et que vous vous intéressiez à l'astrophysique théorique. Et voilà comment je suis devenu astrophysicien. Bon, ça nous laisse des ouvertures à une grande partie du public, là. Voilà, c'est tout à pour fait. découvrir Voilà. ça. Alors, ce qui est formidable dans votre carrière, vous avez été directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, président de l'établissement public du Parc de la Villette et président du Palais de la Découverte. Et quand on regarde, si je prends ces 3 postes-là, il reste une place au premier rang, si vous voulez. Là, juste là. Non, vous ne voulez pas. Bon.
Si on regarde ces 3 postes, ça vous définit, je trouve, formidablement, parce que vous dites ma connaissance de la science, votre connaissance de la science, passe par la recherche, passe par l'enseignement, passe par la politique et la direction des musées. Tout à fait. Et puis, j'ajouterais aujourd'hui les relations, justement le fait que j'essaye de démontrer que la science fait partie de la culture. Voilà. Et que c'est aussi intéressant de s'intéresser à l'astronomie ou à la physique ou à la chimie que d'écouter un concerto, voilà, ou d'aller voir une expo de peinture. C'est strictement la même activité. Mais alors pourquoi c'est mal perçu ça? Pourquoi on ne comprend pas ça? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est c'est une raison d'enseignement, à savoir qu'on dit très vite, on classe les enfants en, entre guillemets, littéraires ou scientifiques. Et puis, il y a le fait que, je vais dire une méchanceté, tant pis, les mathématiques sont généralement, ça veut dire qu'il y a des exceptions, mais mal enseignées dans le second degré. Parce que pour moi, les mathématiques sont compréhensibles, devraient être compréhensibles jusqu'en terminale. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon professeur de maths et qui développent une répulsion aux mathématiques. Et donc, la répulsion aux mathématiques s'étend au reste de la science. Voilà. C'est ça la raison. Enfin, vous, c'est la frontière entre les deux qui vous intéresse à faire tomber, si Bien j'ose sûr, dire. oui, tout à fait. Parce que diriger la Villette, c'est quand même une dimension. J'ai été pendant un moment fonctionnaire du ministère de la Culture. Oui. Bon. Mais et là, je dois dire que malheureusement, le marigot culturel français n'est pas très, n'est pas très allant pour les scientifiques. Alors, j'ai été étonné dans ce livre. L'année 1967 est décerné le premier prix Nobel d'astrophysique. 67. Oui, oui. Il a fallu attendre ce temps-là. Oui, alors, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps? Parce que je crois que les physiciens, enfin, parce que c'est le prix Nobel de physique, les physiciens ont mis du temps, objectivement, à s'intéresser à l'astronomie. Je peux me donner un exemple. Dans les années 80, le directeur du CNRS de l'époque m'a demandé de faire un groupe de travail astronomie, physique des particules, physique nucléaire. Et j'ai eu énormément de mal à convaincre les physiciens des particules et les physiciens nucléaires que l'astrophysique c'était intéressant. Jusqu'au moment où, 8 ans après, eh bien, la frontière s'est brisée et maintenant, par exemple, on considère que le LHC, le Large Hadron Collider du CERN, eh bien, c'est une machine astrophysique. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et donc, c'est pas étonnant qu'il ait fallu 1967 pour qu'il y ait le premier prix Nobel de physique. Alors, venons à ce livre, Les 100 mots de l'astronomie. Vous en avez retenu 100, vous en avez enlevé combien? Honnêtement, pas trop. Peut-être. Attention, votre éditeur est là. Hein. Oui, oui. Peut-être une vingtaine. Oui, j'ai fait un petit choix, forcément. Alors, la lettre A, quand même. Oui. Voilà les têtes de chapitre, parce que le plaisir de lecture de votre livre, ce sont des courts chapitres qui abordent des questions. Alors, vous êtes un peu manipulateur, hein, parce que vous posez des questions qui paraissent simples, évidemment. Après, le développement est parfois un peu plus compliqué, quand même. Oui, j'avoue ma turpitude. Ah oui, première entrée, l'âge de l'univers. Oui. Et c'est formidable, parce que la clé, elle est là, tout de suite. Oui. 13,8 milliards d'années. Oui, oui. Et Ça ça, on ne le sait pas depuis très longtemps. On le sait depuis une quinzaine d'années. Donc c'est formidable d'avoir choisi cette première entrée. Mais après, c'est l'âge des étoiles, l'âge du système solaire, l'amas d'étoiles. Alors là, vous allez m'expliquer, parce que je n'ai peut-être pas tout compris. Pourquoi on dit amas? Bon. L'amas des galaxies, Apollo, arc gravitationnel, astéroïdes et météorites, métier d'astronome, astronome français, astronomie amateur,
astronomie arabe et astronomie chinoise. Voilà pour la lettre A. C'est copieux, hein? Oui, 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 bien sûr. J'aime bien la lettre A, pour tout dire. Bon, très bien. Alors, parlez-moi, parce que là, c'est très Oui, important, les amas d'étoiles. Alors, les amas d'étoiles, ce sont des amas, je ne sais pas comment, on pourrait dire groupe, ou on pourrait dire famille. Bon, on a choisi amas, alors c'est pas fort. Les Américains, enfin, les anglo-saxons disent cluster. Cluster. Donc, ça veut dire des étoiles qui sont nées strictement en même temps et qui se différencient par leur masse. Et donc, dans un amas d'étoiles, alors il y a deux types d'amas. Il y a ceux qui sont dans le disque de la galaxie. La galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, c'est une sorte de grande assiette, un peu renflée au centre, et dans lequel se trouvent la plupart des étoiles. Et donc, il y a une famille d'amas qu'on appelle les amas galactiques, et qui, eux, sont formés de quelques centaines à quelques milliers d'étoiles. Et puis, vous avez tout autour 200, 250 amas qu'on appelle amas globulaires, qui ce sont comme des grappes d'étoiles. Alors là, il y en a plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions d'étoiles. Et ces étoiles-là sont extrêmement âgées. Elles ont pratiquement l'âge de l'univers. Ça veut dire qu'elles se sont formées très très tôt. Alors voilà, donc il y a ces deux familles d'amas. Vous parlez de l'âge du système solaire. Quand est-ce qu'on l'a défini, cet âge? Cet âge, alors, oui, il a beaucoup. Alors, la première mesure, disons, quantitative, il y a eu beaucoup. Enfin, l'âge des systèmes solaires, on va commencer au XVIIe siècle avec un archevêque. Alors lui, je ne l'ai pas cité, hein, donc, qui 6000 ans, qui donnait l'âge du système solaire à 6000 ans. Et puis ensuite, il y a eu Buffon qui a pensé que c'était plus que peut-être 70 000, 100 000 années. Ah, mais ils étaient très loin du résultat, hein, quand Oui, même. bien sûr. Mais il avait abaissé son résultat pour ne pas se faire brûler en place de grève. Alors ensuite, je passe assez vite. Lord Kelvin, à la fin du 19e, début du 20e, avait imaginé que l'énergie du Soleil venait de son énergie gravitationnelle, c'est-à-dire du fait que, comme le Soleil donc, est une grosse masse, et il y a une force gravitationnelle intense, et donc avait donné l'âge du système solaire de l'ordre de 100 000 ans. Et puis il a fallu l'invention de la radioactivité, et en fait, le premier c'est Rutherford, hein, qui a mesuré les rapports isotopiques du plomb et qui s'est aperçu que, alors au début c'était de l'ordre de 4 milliards d'années, et puis celui qui a donné les mesures les plus précises, il est très connu pour une autre raison, c'est Claude Allègre, et c'est Jerry Vasser. Claude Allègre donc son laboratoire a produit les mesures les plus précises en ces 4,555 milliards d'années, et c'est donc un travail qui s'est fait à l'Institut de physique du globe, pas loin d'ici. Alors, vous rendez hommage à un astronome français, premier directeur de l'Observatoire de Paris à partir de 1671, Voilà. Jean-Dominique Cassini. Tout à fait, oui, oui. Ben, Cassini, alors, il est d'origine italienne, hein, il faut. Oui, oui. Bon, c'est donc Colbert qui l'a attrapé et lui a dit voilà, je veux créer un observatoire, vous serez le premier directeur de cet observatoire. Alors, il y a une très jolie gravure qui montre que c'est pas loin, hein, l'observatoire de Paris, mais à cette époque-là, c'était à la campagne, il y a un moulin, etc. Et on voit Louis XIV et puis on voit Claude Perrault, le frère du fabuliste, qui était architecte et qui a conçu le bâtiment que vous pouvez voir. Et donc, Cassini, sa spécialité, c'était les anomalies comment dire, il étudiait les éclipses des satellites galiléens. Et c'est grâce à ces mesures que Romer
un Danois qui était en visite à l'Observatoire de Paris, a fait la première détermination convenable de la vitesse de la lumière. Alors, dites-nous, parce que, bon, on est dans l'histoire, à quand remonte, alors moi j'ai été surpris, évidemment, j'ai lu le livre, à quand remontent les premières lunettes et le premier télescope? Alors les lunettes ont précédé les télescopes. En fait, Oui, ce n'est pas Galilée qui a inventé, mais c'est lui qui a utilisé des lunettes qui avaient été développées par, je pense, des opticiens hollandais. ben oui, dans la peinture Voilà. flamande, Exactement. j'étais à, Oui, oui. à Anvers, dans les tableaux de Van Eyck, Oui, oui, bien on sûr. voit des lunettes. Voilà, tout à fait. Alors, le mérite de Galilée, c'est d'avoir mis son œil, d'avoir utilisé une lunette. Alors, on peut la voir hein, au musée de Florence. C'est un bâton qui fait une cinquantaine de centimètres à peu près de long, 1 centimètre de diamètre, vraiment. Et avec ça, il a vu les cratères de la Lune. Et donc, il s'est aperçu que la Lune avait une structure qui était assez proche de la Terre. Et puis, il a vu évidemment les satellites qui portent son nom, les 4 premiers satellites qui tournent autour de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, et puis plein d'autres choses. Mais c'est donc Galilée qui a été le premier qui a popularisé la lunette. Et parallèlement, donc il y a eu d'autres, un peu plus tard au XVIIe siècle, principalement, on peut dire c'est Newton qui a développé un télescope. La différence entre les télescopes et les lunettes, le télescope, son élément réfracteur, c'est un miroir concave, alors que dans la lunette, c'est une lentille biconvexe. Et donc, eh bien, à la fin du XVIIe, il y a donc les travaux de Newton d'une part, mais aussi d'un prêtre du diocèse de Chartres qui s'appelle Cassegrain, et qui a donc... Ah oui, oui, aujourd'hui, la monture Cassegrain continue à être utilisée, alors que celle imaginée par Newton est abandonnée. Ah oui, d'accord. Oui, oui, il faut... De temps en temps, c'est bien de rappeler qu'il y a quelques Français qui ont fait des choses en astronomie. Oui, mais vous rappelez aussi l'astronomie chinoise. Oui, tout à fait. Et on oui. apprend dans l'astronomie chinoise, ben, on découvre le premier atlas. Tout à fait. Ah oui, oui, magnifique. Alors magnifique, vous le connaissez, vous Oui, en bien plus. sûr, je l'ai vu. J'ai été le voir à 2 Vous auriez pu nous mettre un petit dessin ou une photo, là. Ah ben, il faut demander à... Oui, ben, bon, ah oui, bon, d'accord. Bon, dans la prochaine édition. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que vous nous donnez vraiment envie d'aller le voir, Oui, cet bah, atlas. c'est magnifique. C'est donc, il y a des grottes bouddhiques qui datent des années 1100, 1200 de notre ère, et dans lequel on a découvert ces atlas fabuleux. Et où vraiment, on reconnaît les constellations. Enfin, tout à fait remarquable. Bon, alors, pourquoi l'astronomie arabe, là, vous avez choisi une entrée sur l'astronomie Parce que l'astronomie arabe joue un rôle important, d'ailleurs qui est caractérisé par le fait que beaucoup de termes de l'astronomie sont arabes. Bételgeuse, Mizar, Aldébaran. Donc il y a beaucoup le zénith, le nadir, tous ces noms sont d'origine arabe, parce que les Arabes, si on fait de l'astronomie dans le monde occidental, c'est justement grâce aux Arabes. Au 7e siècle, c'est eux qui reprennent ils ont traduit tous les travaux de Aristarque de Samos, Hipparque, Ptolémée, et c'est eux qui vont d'autre part inventer l'astrolabe, enfin le développer, etc. Ils vont faire construire beaucoup de tables stellaires. Donc c'est véritablement grâce à eux que à l'Occident, disons, à partir de la Renaissance, les Européens se mettent à faire de l'astronomie. Alors, au XVIIIe siècle, 110 objets, le catalogue d'objets nébulaires. Oui, ce qui s'appelle Monsieur Charles Messier. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est
Ben, c'est plus par la qualité des objets qui sont dans ce catalogue que... Alors la raison pour laquelle Messier a construit ce catalogue est un peu... Comment je la rapporte? Il était chasseur de comètes. Alors pourquoi les astronomes amateurs sont chasseurs de comètes? C'est parce qu'on peut mettre son nom sur une comète. Oui. Jusqu'à... Voilà. Donc... Vous en avez une, vous, non? Non, moi j'ai un astéroïde. Ah oui, vous avez un astéroïde. C'est la petite classe. Hein. Oui. Tout ce travail pour avoir un astéroïde, c'est quand même... Oui, non. Et puis, moi, j'ai l'astéroïde 181 000, je ne sais pas quoi. Oui. Alors que j'ai des collègues qui ont 5 000, 6 000. Enfin, donc, j'ai la... Bon, j'aurais pas dû vous poser cette question. Je sens que ça vous fait souffrir. Non, elle ne me fait pas souffrir, mais je suis en national, alors qu'il y en a qui sont en première Ligue 1 ou Ligue 2, vous voyez. Voilà. Donc ce catalogue. Ce catalogue de 100, alors il a été conçu par Charles Messier, qui était un chasseur de comètes. Alors pour que ses collègues ne confondent pas des nébuleuses avec les comètes, il a construit ce catalogue, puisque ces objets-là, on les retrouvait tout le temps dans le ciel, et donc il ne fallait pas les confondre avec des comètes. Parce que les comètes, comme vous le savez, ça bouge même. Certaines d'entre elles bougent assez vite, enfin, dans le ciel, parce qu'elles sont très proches. Alors, il y a des personnages incroyables dans ces 100 mots. Oui. Alors évidemment, quand on parle d'Einstein, de tous ces gens-là, on connaît, de Newton, mais quand même, Tycho Brahe. Ah oui, Tycho Brahe, c'est un homme assez... Georges Gamow. Georges Gamow. Alors, je vous lis, dans le sens de l'émerveillement, je me permets de lire les quelques lignes. Oui. Georges Gamow, 1904-1968. Immense scientifique d'origine russe, naturalisé américain en 1940, aurait mérité de recevoir plusieurs fois le prix Nobel. Dans les années 30, avant son arrivée aux États-Unis, il découvre l'effet tunnel à partir du principe quantique d'incertitude d'Heisenberg. Cet effet permet, entre autres, à deux noyaux d'atomes d'entrer en contact subrepticement, et ce, malgré la répression qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. La répulsion. Qu'est-ce que j'ai dit? La répression, non, c'est pas tout oui. Malgré la répulsion qu'ils éprouvent l'un pour l'autre en raison de leur charge électrique, toutes deux positives. Mais oui, parce que s'il n'y avait pas l'effet tunnel, eh bien le soleil ne brillerait pas. Tout simplement. Parce que, ça c'est le grand mérite de la mécanique quantique, c'est qu'on ne sait pas où se trouve exactement une particule. Alors, normalement, si vous prenez deux particules chargées positivement, comme sont deux noyaux d'atomes, ils devraient se repousser. Mais de temps en temps, ils arrivent, mais pas pendant des temps très longs, très proches l'un de l'autre. Et par effet tunnel, ils arrivent à pénétrer la barrière de Coulomb, c'est-à-dire le champ de potentiel qui, normalement, devrait les repousser. Et à ce moment-là, la réaction se produit. C'est presque une écriture romanesque. Hein. Eh oui. Vous mettez en lien les choses, les gens, comme ça, avec un émerveillement. Je pense que c'est ça. Moi, Gamow, pour moi, c'est un homme étonnant. Il a passé son temps à faire des facéties plus... Et pourquoi on ne lui a pas donné le Nobel? Parce qu'il est mort trop tôt. Oui, il est mort trop tôt. Deuxièmement, c'était un théoricien. Et le premier Nobel... Ah non, vous avez raison. Alors, on a donné en 1967 le Nobel à Hans Bethe pour des calculs. Alors, pourquoi il n'a pas eu le prix Nobel? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu un effet parce qu'il sait, comment dire, il a su prédire le rayonnement à 3 degrés K, c'est-à-dire le rayonnement fossile, mais il s'est trompé lourdement parce qu'il n'a pas, comment dire, contrairement à Hoyle, qui a compris comment on pouvait faire de la nucléosynthèse dans les étoiles, ça, il ne l'avait pas compris. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans un comité Nobel? Ça, oui, c'est assez mystérieux. Alors, je vous ai coupé la parole. Vous vouliez parler de Tycho Brahe. Alors, Tycho Brahe, donc, c'est un astronome danois. Alors, il avait réussi à coup de maître, à savoir que le roi de Danemark de l'époque lui a donné une île et un observatoire absolument grandiose.
Et qui lui a permis, effectivement, c'était un excellent observateur. Donc c'est le dernier, pourquoi il est important? C'est le dernier grand astronome avant les lunettes et les télescopes. C'est-à-dire qu'il a observé à l'œil nu le ciel, et avec évidemment des règles, etc. Et alors on lui doit deux choses. D'abord, des mesures très précises des mouvements des planètes. Et deuxièmement, en 1572, il eut la chance d'observer une supernova qui porte son nom. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle Des Nova quelque chose. Et donc le terme de nova ou supernova, c'est lui qui l'a inventé. Alors, à la lettre H, Oui. on est gâté, hein, parce que là, il y a des astronomes Oui. que beaucoup ignorent, que vous nous révélez. Alors, ça va de Hipparque, qui est peut-être le plus grand astronome de l'Antiquité gréco-romaine, mais ça va aussi avec, j'ai peur de mal le prononcer, Stephen Hawking, tout le monde le connaît bien évidemment, mais Hertzsprung Russell et son diagramme, Fred Hoyle, astrophysicien britannique, le plus brillant du XXe siècle. Oui, ça c'est vrai. C'est mon opinion. C'est vous qui l'avez écrit. C'est mon opinion. Voilà. Et puis l'astronome américain Edwin Hubble. Oui, tous ces gens ont fait avancer la science. Et vous parlez des astronomes féminins, les femmes astronomes. Oui, ça j'ai déterminé de montrer que les femmes avaient eu un rôle très important en astronomie. Alors, je vais citer alors les Françaises. Bon, il y a Françoise Combe, il y a Catherine Césarski. Enfin, Françoise Combe, vous l'avez eu ici. Oui. Mais je vais disons, faire payer un tribut à Annie Cannon, qui a été là. En fait, si on a fait de la classification stellaire, c'est véritablement grâce à ses travaux. C'est une dame qui travaillait je vais y arriver, à Cambridge, Massachusetts. Donc, et puis il y a eu également Madame Leavitt, qui est donc qui a été la première à observer quelque chose d'important, à savoir la relation qu'il y a entre la périodicité d'étoiles qui pulsent et leur luminosité. Et donc, c'était le premier jalon pour mesurer les distances entre nous et les étoiles. Alors, il nous reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. J'aimerais que vous me parliez des neutrinos. Ah oui. Neutrinos, comment on dit ? Neutrinos, voilà. Le lecteur consciencieux se demande pourquoi un petit livre consacré aux sciences du ciel s'embarrasse de ces détails de physique des particules. Eh bien, parce que les neutrinos sont à la fois des particules très nombreuses, mais qui interagissent peu avec la matière ordinaire. Et donc, ça permet, si vous mesurez le flux de neutrinos qui sont produits par le Soleil, vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe au centre du Soleil. Les neutrinos sont produits par les réactions par la nucléosynthèse, hein, c'est-à-dire les transformations d'hydrogène en hélium, hélium en carbone, etc. Et donc, on sait, en comparant les observations de neutrinos et les modèles de Soleil, on sait que la température au centre du Soleil est à peu près de 15 millions de degrés. Et donc, on a une sonde. Alors ça, c'est la première utilité. La seconde, c'est que, eh bien, on a pu, valider les modèles de supernova. En 1987, eh bien, il y a eu, alors vous allez dire, peut-être certains d'entre vous se rappellent qu'il y a eu une supernova qui a été observée dans le Grand Nuage de Magellan en février de 1987. Et juste avant, quelques secondes avant le pic de luminosité photonique, enfin de lumière, eh bien,
les détecteurs à neutrinos, en particulier les détecteurs japonais, qui s'appellent Kamiokande, eh bien, avaient détecté le flux, enfin, les 8. Hein, mais pourquoi il n'y en a pas autant? Et il y avait énormément de neutrinos qui ont été émis au moment de cette explosion, mais du fait qu'ils se sont répartis sur une sphère dont le rayon est de 170 000 années-lumière. Donc, effectivement, ça a dilué quand même. Mais on prédisait, il fallait en trouver 8, et les Japonais ont trouvé les 8 neutrinos. Donc, soit ça vous permet de sonder une étoile comme le Soleil, le centre, soit de comprendre la physique des explosions de supernova. Alors, tout à l'heure, je citais Einstein et la théorie de la relativité, et vous en parlez justement par rapport aux ondes gravitationnelles. Oui. Expliquez-moi ça. Alors, les ondes c'est la comment dire, la gravitation est une interaction. Toutes les interactions produisent des phénomènes ondulatoires. Enfin, les ondes gravitationnelles sont de nature assez différente des ondes électromagnétiques. Elles sont extrêmement ténues parce que la gravité est l'intensité de la gravité est très, très ténue. Mais, alors, ce qui est bien, c'est que cette partie-là est assez moderne puisque les premières ondes gravitationnelles, les ondes gravitationnelles sont enfin détectées. Et donc, il y a eu l'événement de septembre 2015 qui a été donc publié en février 2016. Puis en 2017, il y a eu une autre émission d'ondes gravitationnelles. Donc aujourd'hui, il y a 2 détecteurs à ondes gravitationnelles, 2 américains qui s'appellent LIGO et un européen qui s'appelle Virgo. Et avec 3 détecteurs, on peut faire de la triangulation et on peut savoir où se trouve l'émetteur d'ondes gravitationnelles. Donc c'est une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, disons, en 2015-2016. Et quoi, 10, 15 ans après, la communauté astronomique découvre les ondes millimétriques. Oui. Alors, les ondes millimétriques, c'est plus ancien que ça. 70, 80 Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, je les découvre. Alors les ondes millimétriques, ça se trouve entre la radio, d'une part, et l'infrarouge, d'autre part. C'est donc un domaine extrêmement intéressant parce qu'il y a, comme vous le savez, dans le milieu interstellaire, il y a de nombreuses molécules. Et ces molécules-là, on peut les détecter par les ondes millimétriques qu'elles peuvent émettre ou absorber. Je parlais de l'année 67 tout à l'heure pour le premier prix Nobel. Je vais vous lire encore à l'entrée Pulsar. Oui. C'est en 1967 que les Anglais découvrirent le premier pulsar radio, une radiosource émettant un rayonnement électromagnétique d'une période très régulière de 1,33 secondes. On en connaît aujourd'hui environ 2000 dans notre galaxie. Oui. Découverte qui a dû satisfaire toute la communauté oui, tout à fait. scientifique. Alors, pour l'histoire, pendant 3 semaines, les promoteurs, donc c'est Anthony Hewish et Jocelyn Bell, d'ailleurs on a dit le Nobel Prize parce qu'elle n'a pas eu le prix Nobel, alors qu'elle aurait pu l'avoir peut-être. Enfin bon, ça c'est un vous autre. devriez être dans le comité du Nobel, là vous avez tellement d'idées. Et voilà. Et en tout cas, on me consulte pas, mais tant pis. Non, mais simplement, pendant 3 semaines, on a cru qu'on avait détecté les petits hommes verts parce que ça pulsait si. Et puis finalement, on s'est aperçu que les étoiles à neutrons, c'est le résidu d'une étoile qui a explosé. C'est une supernova explose. S'il reste quelque chose, ça va être un pulsar. Quelle est dernière question pour ce livre? On a parlé de la méthode un peu, mais on a l'impression, à vous lire, que tout a été découvert pratiquement hier ou avant-hier, et que tout
va très vite. Ça, c'est vrai. Il y a eu une accélération. Alors, j'ai un collègue, oui, j'ai été, comment dire, j'ai été l'étudiant d'Hubert Reeves et j'ai eu des étudiants. Et donc, j'ai eu des étudiants brillants, dont Laurent Vigroux, qui sort de l'école physique de chimie industrielle de Paris, voilà, qui a été mon élève et qui a dirigé l'Institut d'astrophysique un peu après moi, et qui a écrit un livre qui démontre qu'il y a plus de différence entre un astronome des années 60 et un astronome de maintenant entre un astronome de 1960 et un astronome de l'Antiquité. Il y a eu alors l'accélération, elle est due à une chose, c'est au progrès technologique, c'est-à-dire qu'on sait faire des télescopes. Moi, lorsque j'étais étudiant, c'était 5 mètres, maintenant c'est dans les 10 mètres. Dans cette décennie, on aura des télescopes de 30 à 100 mètres de diamètre. Donc, par exemple, ALMA, il y a sur le plateau Atacama, qui est au nord du Chili. Oui. Voilà. Un des plus grands télescopes du monde. Oui, voilà. 96 radiotélescopes millimétriques qui permettent de... Donc, pourquoi on a fait ça? Et il y a les astronomes ont 2 manies aujourd'hui. Un, rechercher la vie, rechercher une autre planète sur laquelle il pourrait y avoir de la vie. Ça, c'est et puis, deuxièmement, évidemment, la cosmologie. Ça, c'est les 2 grands sujets du moment. Et pour faire ces sujets du moment, il faut avoir des grands télescopes à ondes millimétriques. Bon, alors, je ne dis pas que votre vie de chercheur est terminée, mais le jeune chercheur... Elle est assez entamée. Le jeune chercheur que vous étiez et celui d'aujourd'hui, vous avez eu l'impression de vivre dans un mouvement qui peut donner le vertige quand même. Non, pardonnez-moi. Vous avez mis du temps à répondre là. Hein? Oui, parce que je trouve que... Alors, on était peut-être moins... comment dire? On avait moins d'outils, mais objectivement, je donne un avis personnel, c'était plus amusant, plus facile d'être chercheur dans les années 60. Les jeunes, c'est devenu abominablement compliqué. Je prends un exemple. On était une équipe de recherche, c'était 2 ou 3 personnes. Et donc, on arrivait à faire des articles à 2 ou 3. Maintenant, la publication, par exemple, de la première détection des ondes gravitationnelles, il y a 1000 noms sur la publication. Comment dire? Simplement, l'énoncé des auteurs prend plus de place que l'article lui-même. Alors, et puis tout à l'avenant. Non, objectif. D'abord, c'était à l'époque où on venait presque vous proposer un poste au CNRS, il fallait le prendre. Sans ça faisait pleurer nos professeurs. Maintenant, pour un poste, il y a 100 candidats, tous plus brillants les uns que les autres. Donc, c'est devenu abominablement compliqué. Donc, oui, j'ai une certaine nostalgie de l'astronomie telle qu'on l'a pratiquée en 60, mais je dois dire que l'astronomie d'aujourd'hui, elle est particulièrement performante. Et vous avez eu le plaisir d'enseigner? Ah oui, tout à fait. Ah, moi, j'adore ça. Bon, à vous de poser des questions. Agent au 12. Monsieur. Je suis en train de poser la question de monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde. Il se dit, notre pauvre planète va mourir. Enfin, j'arrête le discours parce qu'on le connaît par cœur. Vrai ou faux. Alors, beaucoup de gens me disent, mais dans cette immensité de l'univers, avec une telle diversité d'interactions, etc., il y a certainement une probabilité non nulle d'avoir des planètes, je ne sais quel objet, qui serait... Moi, je suis persuadé de
bien sûr. Alors là, je peux vous dire, je vais vous donner ma réponse. La première, c'est que on va découvrir très rapidement des planètes qui sont susceptibles d'abriter la vie, mais corollaire, la probabilité qu'on découvre des civilisations intelligentes est nulle ou quasi nulle. Parce que si elles existent, à mon avis, elles existent, mais elles sont très très loin. Alors donc, il faudrait, d'autre part, si vous regardez l'histoire de la Terre, la Terre, je veux dire, capable d'aller dans l'espace, elle a 50 ans sur 4,5 milliards d'années. Donc on peut imaginer que c'est à peu près la même chose sur d'autres planètes. Donc il faudrait une coïncidence parfaite entre les deux, en tenant compte de la distance. Donc ça me paraît hautement improbable. Donc on ne prouve... mais on commence déjà. On a déjà découvert des planètes qui ont de la vapeur d'eau dans leur atmosphère. Et Une autre question? Alors, j'ai le micro, je vais passer pour qu'on puisse bien entendre chacun. Hop, allez-y. Et ensuite... Parmi les 100 mots que vous avez édités, y a-t-il les trous noirs? Oui, oui, oh, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, ça. Alors parce que... Mais tout le monde le sait maintenant. Non, c'est pas ça. Parce que si vous voulez, les trois questions qu'on me pose normalement, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Voilà, ça c'est la Oui. question. Alors je peux vous dire que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Voilà, ça va. 2, c'est quoi un trou noir? Ça par contre. Il y a deux entrées de trous noirs. Mais... Oui, il y a des trous noirs stellaires et des trous noirs, des gros trous noirs galactiques. Voilà. Supermassif. Supermassifs. Et puis la troisième question, c'est celle que vous venez de me poser. Donc j'ai eu la 3 et la 2. Bon, Et voilà. monsieur aura peut-être l'autre, alors allez-y. La 3, c'est peut-être différent. Est-ce qu'à la lettre B, vous évoquez la mémoire d'André Braic? Eh bien, André Braic, figurez-vous, c'est mon... On est jumeaux ou à peu près. Et donc, alors André Braic, il s'est singularisé surtout par son travail de diffusion de la culture scientifique. Alors, si j'en parle, mais j'en parle peut-être, excusez-moi, à propos de la planète Neptune, parce que c'est lui qui a découvert les anneaux de Neptune. Donc j'en parle, mais incidemment. Madame. Oui, moi j'ai une quatrième question, je suppose qu'on vous la pose souvent aussi, mais elle n'est pas dans votre livre et elle m'intéresse et j'aimerais avoir votre avis, même si je pense qu'il n'y a pas de réponse non plus. Est-ce que vous pensez que l'univers ou le plurivers, à la limite peu importe, est fini ou infini? Ben, c'est difficile aussi parce que comme il y a des horizons, si vous voulez, à l'observation, donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a. On est devant un certain nombre de murs. Je ne peux pas vous dire s'il y a quelque chose derrière un mur ou s'il y a... Donc, effectivement, je n'ai pas une bonne réponse là-dessus parce que... Alors, il y a des gens qui pensent qu'il y a l'infini, mais c'est pas plus... Comment dire? Il n'y a pas un consensus Non, il n'y a pas de consensus. Même sur les plurivers, il n'y a pas de consensus. C'est, disons, d'abord les plurivers, on n'arrivera pas à le démontrer. Donc là, on est à la frontière entre la science et la métaphysique. Il est raisonnable de penser qu'on n'est pas dans le seul univers. Il est raisonnable. Mais l'univers n'est pas forcément quelque chose de raisonnable. Monsieur. Oui, une question qui reprend la question un peu de madame. Vous donnez un âge à l'univers, mais est-ce qu'on a la taille de l'univers à peu près? Parce que j'entends, quand on écoute des émissions, des gens qui disent qu'il y a des objets à 70 milliards d'années-lumière de la Terre. Or, si l'univers a 13 milliards 8 d'années, le maximum, pour moi, c'est le double. C'est deux particules qui seraient parties. Bien sûr, oui, vous avez raison, mais il y a eu une accélération il y a ce qu'on appelle l'inflation de l'univers, qui fait que le rayon de l'univers est peut-être supérieur à ces 13,8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années, c'est ce qu'on peut voir. Mais au-delà,
au-delà, il est vraisemblable que le au-delà est rempli. On voit rien au-delà de 13 milliards et demi d'années ou du double? Donc de 13,8 milliards d'années. Donc on voit rien, aucun objet au-delà de 13 milliards et demi d'années Non, aujourd'hui? non, même 8, non, aucun. Mais on ne voit que du passé. Exact. On ne voit que du passé. Vous êtes dans mon passé et je suis dans le vôtre. Eh oui. Comment? Prenez. Le présent est éternité, puis le temps n'existe pas. Ah ben, Alors parler du passé, c'est délicat. oui, mais si le présent, c'est on définit des points. Bon, un point, si vous voulez, ça n'a pas d'existence. Enfin, c'est une limite, hein, un point. Eh ben, le présent, c'est une. Il y a quand même des. Comment dire? Il y a des présents, par exemple. On peut dire que en ce moment, on est, même si ça a commencé il y a un moment, on est dans cette salle. Il y a le présent de cette réunion. Vous avez le présent de ce qui s'est passé aujourd'hui, ou le présent, par exemple. Mais le présent, le vrai présent, je suis d'accord avec vous, c'est une limite. C'est même pas une limite, Ça se déplace. ça n'existe pas, puisque c'est déjà ou du passé ou du... Enfin, après, dans ce que je voulais vous dire, c'est la phrase d'Einstein qui dit, parce que moi je suis artiste et je travaille avec beaucoup de scientifiques. Parlez dans le micro. La phrase d'Einstein qui dit « L'art et la science passent leur vie à démontrer une fulgurance, une intuition, une fulgurance. Oui. » Et ce que je fais juste remarquer, c'est que l'art et la science étaient intimement liés jusque, évidemment, après le Moyen-Âge et même plus Léonard de Vinci et tout, et que encore maintenant, c'est des questionnements sur la question du réel. On ne parle pas de transcendance, mais de la question du réel. J'ai commencé à travailler avec Georges Charpak, qui avait créé La main à la pâte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et là, je travaille sur la question du réel, qui pose la question que vous posez aussi en tant que scientifique, qu'est-ce que la réalité? Puis plus on va dans la connaissance, plus elle échappe, puisqu'une particule et tout peut être un endroit, un autre. Enfin, tout est lié, c'est ça que... Bien sûr, oui. On en reparlera. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Éventuellement. Mais voilà, comment dire, l'art et la science, ils ont comme trait commun, objectivement, de simplifier. On simplifie pour décrire quelque chose. Je dis simplifier. On met des mots, mais c'est pas simplifié. On est obligé, c'est comme le corps, on est obligé de passer par une matérialité pour exprimer la chose. C'est comme la corporalité, c'est pareil. Mais c'est pas simplifié. On est obligé de s'échanger, quoi. Non, on est obligé de prendre un point de vue ou d'éliminer. Enfin bon, ça nous mènerait pas. Voilà. Oui, mais vous aurez le temps après. Peut-être encore. Voilà, essayez de faire des questions courtes, Oui. parce qu'on le voit, on n'a pas beaucoup de temps, donc il y en avait une Peut-être. ici, et je vais peut-être donner la parole au jeune homme. Bonsoir, donc j'ai une question qui est assez simple. Quelle est la chose la plus merveilleuse qui reste à découvrir? Quelle est la chose la plus merveilleuse qui reste à découvrir? La chose la plus merveilleuse qui reste à découvrir, je serais... D'abord, justement, comme elle reste à découvrir, je ne la connais pas. Donc, mais alors, je vous rassure, il ne se passe pas peut-être pas tous les mois, mais de trimestres, disons. Il ne se passe pas de trimestres qu'il n'y ait pas quelque chose de merveilleux qui arrive en astronomie. Donc, je crois que comment dire, je ne sais pas quelle sera la prochaine chose merveilleuse, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura une chose merveilleuse. Jean Audouze, prochaine édition, dans quelle année? Ah mais ça, il faut demander à l'éditeur. Moi, je suis aux ordres. Hein. Encore deux questions, monsieur. Alors, vous avez dit que du coup, pour l'instant, 13,8 milliards d'années-lumière, c'est ce qu'on voit au maximum. Et est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait être la fin de... Alors, oui, on a des idées de certaines fins. Par exemple, la fin du Soleil, c'est dans 6 milliards d'années. C'est-à-dire que dans 5 milliards d'années, il va devenir géante rouge, la Terre va disparaître dans le Soleil, et il y aura encore 1 milliard d'années pendant lequel il sera géante rouge, et là, après, il deviendra naine blanche, ça sera fini. Donc le Soleil, on sait qu'il a 6 milliards d'années devant lui. D'autres étoiles ont moins de temps ou plus de temps, etc. Ça dépend de leur masse.
Alors, lorsqu'il y a des Hawking, je crois, à calculer, on imagine que l'univers, au fur et à mesure de son évolution, les trous noirs ont la propriété des aspirateurs. Et donc, chaque galaxie devient un trou noir. Puis après, les trous noirs vont, disparaître. Hawking a montré qu'ils s'évaporaient lentement par effet quantique. Mais alors ça, c'est des... c'est 10 puissance 10 puissance... Enfin, c'est des temps qui... Il y a des nombres, mais enfin, qui n'ont rien à voir avec... qui sont inconcevables pour nous. Jean Douce, peut-être encore 2 questions. De toute façon, vous avez le temps, vous êtes invité à boire un verre et vous êtes invité à discuter de votre livre et à le dédicacer en plus. Voilà. Donc 2 dernières questions. Je voulais savoir est-ce qu'il y avait une probabilité qu'un jour la Terre soit touchée par un astéroïde ou un trou noir? Alors, par un trou noir, non, ça, il n'y a pas de danger. En revanche, qu'il y ait un astéroïde, ça c'est déjà arrivé dans le passé. On sait que la catastrophe qui a marqué la fin de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire, ça a été... Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais en particulier, il y a eu la chute d'un énorme astéroïde dans le Yucatan et qui aurait créé un hiver, un long hiver, en raison de toutes les particules qui auraient été dispersées dans l'atmosphère en raison de ce bombardement. Donc, on sait, ça par contre, c'est possible et avant 5 milliards d'années. Alors là, vous savez, enfin, à Nice, mais ailleurs, il y a plusieurs groupes dont le travail, c'est de suivre ce qu'on appelle les géocroiseurs, c'est-à-dire alors on sait qu'il y a... Alors ça arrive, hein, il y a pas longtemps, un astéroïde est passé entre la Lune et la Terre. Donc la probabilité d'une collision avec un gros astéroïde, elle n'est pas nulle. Ça se compte en millions d'années, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dernière question, monsieur. Merci, messieurs, d'être là avec nous ce soir. On a beaucoup parlé d'astronomie, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'astronome. Donc moi, j'ai 2 questions peut-être plus personnelles. Oui. Jouez-vous d'un instrument de musique et avez-vous des hobbies? Merci. Alors, oui. Alors malheureusement, j'ai étudié le piano quand j'étais gamin, mais j'étais assez médiocre. Donc, disons, je fais partie des gens qui adorent j'adore aller au concert, aller écouter les opéras. Je suis mélomane, mais je ne peux pas me considérer comme musicien, même amateur. Mes hobbies, c'est... J'aime beaucoup aller au théâtre, voilà. Mes hobbies, c'est ça. J'aime bien les spectacles vivants. Voilà. Jean Audouze, je vous invite le 9 avril d'être avec nous. Vous serez dans le public. Pour le sujet prochain, la symphonie neuronale, le pouvoir de la musique sur notre cerveau. Voilà, ça sera le 9 avril. Je vous remercie. Merci à tous. Je cite ce trait... Les 100 mots de l'astronome, publié, que sais-je, donc PUF, et ça coûte, carrément la commerciale, 9 €. Formidable. Voilà, merci.